Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Nous sommes ensemble pour commenter l'actualité avec Jean-Philippe Dugouin-Clément, maire UDI de Mennecy. Bonjour, vous êtes vice-président de la région Île-de-France. Rafik Smati, bonjour, chef d'entreprise, président du mouvement Objectif France. Et vous venez tout juste de publier un livre passionnant, Le Nouveau Temps. Comment reprendre le contrôle à l'ère de l'intelligence artificielle. C'est paru chez Erol. C'est un livre remarquable sur ce qu'apporte l'intelligence artificielle. Pour une fois, vous êtes dans l'analyse de ce que ça peut changer, de ce que ça va changer dans nos vies et pourquoi il est essentiel de s'en préoccuper maintenant. Et on pourra évidemment reparler dans un instant avec vous. Alexandra Spinner, bonjour. Vous êtes enseignante et vous êtes conseillère régionale LR d'Île-de-France et Jonas Haddad, conseiller régional de Normandie. Bonjour à vous et vous êtes également avocat. Toujours, encore et toujours, la manif contre l'antisémitisme qui n'en finit pas de susciter des réactions, des polémiques, avec hier cette rencontre des différents référents religieux qui ne s'est visiblement pas très bien passée. On va évoquer aussi l'antisémitisme puisque visiblement tout le monde n'est pas d'accord sur l'antisémitisme et son origine aujourd'hui en tout cas, et les évaluations au collège. Alors ça c'est tout autre chose, c'est à lire dans le Parisien, des résultats assez inquiétants, et on salue Gabriel Attal qui pour une fois, un ministre de l'Éducation, ne se cache pas derrière son petit doigt et alerte sur le niveau assez inquiétant de nos élèves. On l'avait un petit peu évoqué puisque le Figaro l'a évoqué aussi le week-end dernier, sur ces élèves qui ne savent pas en quatrième, je crois que c'est en quatrième, quand on leur demande combien y a-t-il de quart d'heure dans 3 quarts d'heure, ne savent pas répondre, ce qui est assez inquiétant. On commence avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Alexandra, on va commencer avec vous. C'est un coup de gueule, effectivement. Oui, un coup de gueule. J'aimerais bien trouver un coup de cœur. La prochaine fois, je vous promets, je prends un coup de cœur. Oui, donc dès le 1er janvier 2024, on ne pourra plus acheter avec un ticket restaurant des pâtes, du riz, des œufs, de la viande, du poisson, des conserves et des surgelés non transformés. Alors seront accessibles des produits tout prêts, consommables immédiatement. En d'autres termes, un sujet qui vous est cher, la malbouffe, avec tout ce qu'on sait sur les implications en matière de santé publique. Alors cette nouvelle règle est en réalité un retour à l'ancienne, puisque c'est une mesure qui avait été prise pour lutter contre l'inflation. Le champ des articles couverts par les tickets restaurants avait été étendu dans le cadre donc de cette loi sur la protection du pouvoir d'achat, mais couplé à la dématérialisation de tous les titres restaurants d'ici 2026, qui donc va exclure la possibilité d'en faire don. C'est évidemment, comme toujours, un coup dur porté aux salariés du privé, du public et aux étudiants salariés. Alors on peut se réjouir évidemment que le plafond qui était à 25 € ne soit pas ramené aux 19 €. C'est ça, c'était 19 €. Ces tickets restaurants concernent 5 millions de Français, voilà. Et les plus fragiles d'entre eux avaient pris, les plus fragiles économiquement, avaient pris donc l'habitude de les dépenser au supermarché. Alors ce ticket restaurant, il est financé à 50% par l'entreprise, avec les déductions fiscales qui vont avec, mais aussi à 50% par le salarié. Évidemment, ce n'est donc pas de l'argent magique, et je trouve que c'est à nouveau un exemple criant de la déconnexion totale de ce gouvernement et toujours ce mépris social pour la France qui travaille, et qui ne s'en sort pas. Ce qui prouve évidemment qu'ils n'ont toujours pas tiré la leçon des Gilets jaunes. Et je trouve que le timing politique, il est complètement désastreux. C'est ce qu'on se dit, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'autres priorités. C'est le mépris de la France. Mais c'est quoi ? C'est un lobbying, c'est un lobbying de l'agroalimentaire. Comment vous l'expliquez, Jean-Philippe? Non, je pense même pas. Je pense que c'est quelque chose qui est passé totalement sous les radars. Voilà, parce complètement. que c'est pas forcément quelque chose qui va concerner au quotidien les hauts fonctionnaires qui dirigent ce pays aujourd'hui. Tout simplement. C'est quelque chose qui ne coûte rien à l'État. En l'espèce, c'est uniquement donner la possibilité d'utiliser ce ticket, Alexandra le disait, qui est
payé en partie par l'entreprise, en partie avec des déductions fiscales, mais ça ne change rien sur ce qui est des besoins de première nécessité. Quand on parle de pâtes, de riz, pour des familles qui sont modestes, qui ne s'en sortent plus, et y compris des classes moyennes qui ne s'en sortent plus aujourd'hui, c'est tout simplement une atteinte au pouvoir d'achat. Voilà. Et je pense que pour moi, il n'y a pas eu de vice. Alors, je suis convaincu qu'ils reviendront peut-être dessus. C'est quelque chose qui est passé sous les radars, comme beaucoup de choses aujourd'hui, parce qu'on est dans deux pays qui vivent à côté l'un de l'autre, obstinément parallèles, et qui ne se connaissent plus, qui ne se rencontrent plus, et on en crève. Et nous d'ailleurs, nous sommes tous les deux au conseillers régionaux, nous à la région, avec Valérie Pécresse, on s'est engagé pour le pouvoir d'achat des Franciliens. On a mis 200 millions sur la table et on s'engage concrètement alors que l'État retire ses billes à chaque fois qu'il le peut. Et c'est quand même tragique de s'attaquer aux Franciliens les plus fragiles. Et nous, on est à leur côté, avec notamment des mesures pour renforcer l'action en faveur de l'aide alimentaire pour les étudiants, avec des dispositifs pour favoriser l'engagement solidaire des entreprises, avec le gel des tarifs de la restauration scolaire. Voilà. C'est vrai qu'on aurait pu prendre d'autres mesures, peut-être une réaction quand j'ai appris cette mesure du gouvernement. En fait, ça me fait beaucoup penser à cette bourde qui était plus qu'une bourde, qui était un impensé en fait de ce gouvernement à l'époque des APL. Vous vous souvenez quand le gouvernement Macron, sur les 5 euros, l'objectif était de gratter 5 euros parce qu'en fait, comme l'État ne veut pas se réformer lui-même, la technostructure décide de reporter sur les Français et nos concitoyens, notamment les plus modestes, les efforts que l'État ne fait pas lui-même. Et donc, vous savez, régulièrement, moi j'entends les membres du gouvernement présenter le Rassemblement national comme le diable absolu. Et par certains égards, ils ont raison. Mais en faisant cela, ils ne font qu'alimenter le Rassemblement national. Parce que qui sont les gens qui subissent le plus ce durcissement des APL? Qui sont les gens qui ont ces difficultés par rapport au ticket au restaurant? Qui sont les gens qui ont des difficultés par rapport à l'essence lorsqu'on voulait créer une taxe carbone et qu'on a fait les gilets jaunes? C'est exactement les mêmes catégories socio-professionnelles qui aujourd'hui votent pour le Rassemblement national. Donc on ne peut pas, lorsqu'on a un gouvernement, dire « je veux absolument battre le Rassemblement national » et être celui qui, par des mesures technocratiques, favorise le ras-le-bol des gens. Je donne un dernier exemple par rapport à ça parce que je sais que c'est quelque chose auquel les auditeurs tiennent beaucoup, le logement. Aujourd'hui, c'est une bombe sociale. Le fait qu'un gouvernement très technocratique ait pris des mesures qui sont dans le contrôle du logement fait qu'aujourd'hui, un certain nombre de gens se disent « je n'ai même plus le droit d'être propriétaire de mon logement » et ça aussi, ça fait augmenter le Rassemblement national. Oui. On va marquer une pause. Vous pourrez dire un mot, Rafik Smati, sur le sujet. Ça fait évidemment réagir nos auditeurs. Alors, il y a le lobby des restaurateurs qui voudraient bien que ces restaurants... Au restaurant, c'est ça le problème. Ça ne va pas profiter au restaurant. Parce qu'on ne va pas au restaurant avec un ticket restaurant aujourd'hui et que les plus précaires ne vont pas au restaurant. Et le ceux lobby, qui vont au restaurant sont peu, pas ceux qui servent des tickets restaurants. On va y revenir, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. À tout instant, écoutez Sud Radio en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on se retrouve donc pour commenter l'actualité aujourd'hui avec Alexandra Spiner, conseillère régionale LR d'Île-de-France. Vous êtes également enseignante. On va parler des évaluations au collège et de ces résultats inquiétants. On a l'impression que ce sujet revient tous les ans, que tous les ans on se plaint de ce niveau qui baisse. Et jusqu'où va-t-il baisser et que peut-on faire? On va en parler. Jonas Haddad, conseiller régional de Normandie. Vous êtes également avocat. Rafik Smati, chef d'entreprise, président du mouvement Objectif France, et votre dernier ouvrage qui vient de paraître, Le Nouveau Temps, comment reprendre le contrôle à l'ère de l'intelligence artificielle, qui vient de paraître chez Erol, et Jean-Philippe Dugoin-Clément, maire UDI de Mennecy, et vous êtes vice-président de la région Île-de-France. Donc on va revenir donc sur le niveau catastrophique des élèves français, et puis la disparité, moi c'est ce qui m'a frappé ce matin, la disparité entre les différents départements, les différentes régions, avec Paris qui est loin devant et des villes comme Lille qui sont loin derrière, et les départements d'outre-mer également. La manif contre l'antisémitisme qui divise les responsables religieux. Tous ces sujets avec vous. On continue notre tour de table. Rafik Smati, vous c'est un coup de gueule. Oui, vous parliez à l'instant du niveau de l'éducation nationale. Je suis extrêmement inquiet. Alors, dire que le niveau de l'éducation nationale baisse en France, c'est pas nouveau.
Il y a plusieurs explications. La première qui est généralement invoquée et que je partage, c'est la conséquence de la fameuse doctrine Lang-Mitterrand qui, vous savez, 80% d'une classe d'âge doit avoir le bac, donc on va baisser le niveau jusqu'à ce que tout le monde ait le bac. Bon, c'est une des explications et on en paye aujourd'hui les conséquences. Mais il y en a une deuxième que moi aujourd'hui j'identifie de plus en plus. Vous savez à quel point je suis extrêmement technophile et à quel point je suis engagé et passionné par les nouvelles technologies. Mais je crois qu'il y a quand même un sujet relatif aux écrans dans l'éducation de nos enfants. Un sujet qui est majeur. On le voit bien aujourd'hui, des troubles de l'attention, des troubles de la concentration, des troubles de la créativité même auprès de certains jeunes enfants. Et ce qui m'inquiète, et là où je veux mettre un point de vigilance extrêmement puissant, c'est que nous savons que l'avènement de l'intelligence artificielle générative, celle qui va pouvoir penser, écrire, dessiner à votre place, si elle n'est pas entre les mains d'enfants et de jeunes adultes qui sont dotés d'un corpus intellectuel solide, ce que j'appelle par un corpus intellectuel solide, c'est-à-dire un très bon niveau de mathématiques, un très bon niveau en français, eh bien, alors qu'on pourrait profiter de ces intelligences artificielles généralistes pour créer de la croissance, pour créer de la prospérité, on risque d'en faire un motif d'aliénation et ça risque d'accélérer le déclin cognitif de nos enfants. Donc c'est un point de vigilance majeur dont je parle d'ailleurs dans mon livre Le Nouveau Temps, qui est, vous savez, depuis une quarantaine d'années, l'éducation nationale, c'est une politique publique parmi les autres. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que nous ayons conscience d'une chose, c'est que nous entrons dans une ère de la connaissance, où l'enjeu, ça va être évidemment un enjeu d'emploi. Est-ce que nos enfants seront employables et adaptés au marché? Mais ça va être aussi un enjeu philosophique que l'on n'a jamais connu, qui est ontologique, qui touche à la nature même de l'homme. Nous allons entrer, et ça va peut-être choquer certains de vos auditeurs, mais ce que je dis, c'est ce qui est déjà en train de se passer. Nous allons entrer en concurrence, nous les humains, avec les intelligences artificielles. C'est ça la réalité. Et si nous voulons que nos enfants et que nos petits-enfants soient armés, ils doivent maîtriser parmi toutes les matières essentielles, mais ils doivent en maîtriser deux fondamentales, les mathématiques, parce que les mathématiques permettent de façonner et de concevoir l'abstrait, ce qui va être très important dans le monde qui vient. Et évidemment, le français aussi, pour pouvoir le formuler. La base d'une intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle le prompting. C'est-à-dire que si vous voulez vous interfacer avec l'IA, si vous voulez en tirer le meilleur, et si vous voulez même de mal à dompter, eh ben, il faut savoir lui parler. Et pour lui parler, il faut savoir formaliser sa pensée et il faut savoir l'écrire. Et ça, on en revient aux matières fondamentales. Lire, écrire, compter. Et c'est aujourd'hui, tous ces sujets-là devraient être érigés en cause nationale. Nous devrions tous, en tant que parents, en tant que grands-parents, et même ceux qui n'ont pas d'enfants, nous dire, nous sommes face à un cas civilisationnel où si nous ne prenons pas des mesures drastiques aujourd'hui, nous allons dans le néant demain. Je suis très heureux de voir que nous avons un ministre de l'Éducation nationale aujourd'hui qui est conscient de ces enjeux, qui, pour la première fois depuis bien longtemps, fait le job. Donc je ne crois pas que nous ayons un problème de casting, bien au contraire, mais ce que je suis en train de décrire ici, ce n'est pas l'enjeu d'un homme, du ministre de l'Éducation nationale, c'est notre enjeu à tous. Et je vous le dis, il y a aujourd'hui péril en la demeure. Mais c'est-à-dire, il faut faire quoi? Il faut, Alexandra, vous qui êtes une littéraire... Alors, déjà, je trouve qu'à chaque rentrée scolaire, on découvre la Lune. Le niveau scolaire s'effondre. C'est ça. Très bien. Moi, j'appartiens à une génération d'enseignants à laquelle on a appris qu'il ne fallait pas transmettre des savoirs, mais aider les élèves à créer leur propre savoir. Et je crois que c'est la faute originelle. Il faut absolument que l'école se libère du carcan du pédagogisme. Je crois que elle est là l'erreur fondamentale. Il faut que nous réintroduisions les savoirs fondamentaux. Effectivement, comme vous l'avez dit, que nos élèves réapprennent à compter, se réapproprient la littérature, la possibilité d'écrire, la possibilité de dire, la possibilité de comprendre. On les a privés de tout cela. Et ce qui est le plus terrible, c'est que ce nivellement par le bas, on a demandé aux professeurs d'être des sexologues, des travailleurs sociaux et toute autre chose que des enseignants. Alors que enseigner, c'est probablement la mission la plus noble au sein de notre société. Voilà où est l'erreur, voilà où est le problème. On se retrouve aujourd'hui avec des élèves auxquels on ne demande plus rien. Et moi, je trouve que de ne plus rien exiger d'un élève, c'est profondément du mépris. Moi, je crois que nos élèves français sont capables du meilleur. Mais pour cela, il faut leur demander le meilleur. Rapidement, il m'a été donné la chance de travailler avec un ministre de l'Éducation. Et en fait, à chaque fois, on se rendait compte que
personne ne connaissait cette donnée, c'est que le budget de l'éducation nationale est le premier budget de l'État. Ça veut donc dire que mettre des budgets sans fin et considérer que l'empilement de moyens suffit pour avoir des résultats est une erreur fondamentale. D'année en année, on a augmenté le budget de l'éducation nationale et d'année en année, notre classement, au fameux classement international qui s'appelle PISA, a chuté. La raison, elle est assez connue. Mais les causes qui ont poussé à ça, elles ne sont pas que des causes anciennes. Je vous donne un exemple. Lorsque le prédécesseur de M. Attal, M. Pape Ndiaye, était ministre, on a décision, mais il faudra m'expliquer quel est l'hurluberlu qui a pris cette décision de raccourcir l'année scolaire pour la faire terminer quasiment en fin mai. Ça veut dire qu'on explique matin, midi et soir qu'au contraire, il faut allonger pour que les gens puissent être plus structurés et avoir du temps pour finir les programmes, et on vous massacre. On vous massacre globalement cela. Deuxième angoisse qui a été créée aussi par les gouvernements qui sont passés. Donc c'est récent, ce n'est pas que 50, 60 ans. Parcoursup, demander à chaque parent d'élève l'angoisse qu'il perçoit à chaque fois de ce que c'est que Parcoursup, ça veut donc dire que des décisions récentes ont été prises et qui n'ont fait qu'aggraver la situation au sein de l'éducation nationale. Tant mieux s'il y a un rattrapage qui est en cours actuellement. Simplement, deux choses émergent, deux réalités. L'empilement des moyens ne suffit pas et avoir une doctrine claire en la matière, comme dans beaucoup de choses, le en même temps ne peut pas se tolérer. Oui. Jean-Philippe Dugoin-Clément. Je vais faire le passage totalement vieux con, excusez-moi, mais dire que le niveau se casse la gueule, oui, c'est une évidence. Enfin, ça fait maintenant beaucoup d'années en année. Ça fait maintenant beaucoup trop longtemps, 25 ans que j'étais directeur de collectivité, maire, élu, et que je vois des CV, que je vois des jeunes, que j'ai des alternants, que je reçois des stagiaires. Et la réalité, on a un effondrement de l'orthographe, on a un effondrement de la culture générale sur la génération aujourd'hui des 15-25 ans, qui avait déjà été entamée avant. Et effectivement, on est sur une éducation nationale où on n'apprend plus. Ce que disait Alexandra est terriblement vrai. Et sur des savoirs fondamentaux, on laisse des enfants à qui on ne donne plus, on n'inculque plus un minimum de choses. Moi, je suis vraiment effaré sur des questions de culture générale de base, ce qui est quand même, quand on parle des difficultés, des problématiques auxquelles notre pays est confronté aujourd'hui. On est dans un monde qui est complexe, on n'a plus les éléments pour les comprendre. On a un big data sur Internet en permanence, on n'a aucun élément de recul par rapport à ça quand on n'a pas ces éléments de culture générale. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un travail absolument colossal de revenir sur ces fondamentaux à l'éducation nationale, de redonner aussi, parce que sur la question de l'empilement des moyens, c'est une réalité, on n'a jamais mis autant de moyens, mais il n'y a plus de gestion RH de l'éducation nationale. Les enseignants, combien arrêtent, combien s'en vont, combien au lieu de proroger quelques années plutôt que de prendre leur retraite la part ou partent dans le privé. Mais parce qu'on n'arrive plus à recruter. On a réussi à faire dans ce pays que le secteur qui est le premier budget de l'État, qui devrait être le plus beau secteur de travail, parce que transmettre, donner aux autres, inculquer ce qu'est le pays, inculquer ce qu'est la vie, c'est la plus belle des missions qu'on puisse avoir. Aujourd'hui, on est à faire des speed dating où on n'arrive même plus à recruter sur des speed dating. C'est absolument fou. Mais il y a un problème de compréhension, ce qu'évoquait Rafik Smati. Il n'y a pas de gestion RH de ce ministère aujourd'hui. Mais il y a un problème de compréhension. Il y a l'apprentissage, mais on voit que ça ne rentre pas, qu'il y a quelque chose qui sont deux avions qui se croisent. Enfin, vous qui êtes enseignante, vous êtes dans un niveau supérieur. Mais je crois que surtout les méthodes d'enseignement ne sont plus adaptées à nos élèves. Et moi, je plaide, j'avoue, je sais que nous sommes parfois en désaccord sur ces sujets-là, mais moi, je plaide pour le retour des manuels scolaires. Mais vous savez, là, nous parlons de l'éducation nationale. Et qui a un rôle d'instruction évident, mais ce que nous pointons du doigt là, c'est notamment et surtout du ressort des parents. Parce que lorsqu'il s'agit d'armer ces enfants pour les rendre compétitifs dans cette civilisation hautement technologique, quand vous voyez que beaucoup de parents aujourd'hui, par facilité et pour calmer leurs enfants, leur donnent un écran parce qu'ils ont la paix, ça commence là. Dès que vous donnez un portable à un enfant, vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Moi, quand mon premier fils est né, j'étais assez naïf sur ces sujets-là et j'ai fait comme tous les parents. Je lui ai donné une tablette. Alors il avait 6 mois, 1 an, il commençait à jouer avec cette tablette. À 6 mois À 6 mois Oui, bah oui, bon. C'était une grosse erreur dont je suis revenu après, je vais vous dire pourquoi. Et un jour, il a pris l'un des magazines féminins de ma femme et il commençait à balader son doigt sur le magazine féminin en essayant de bouger les objets du magazine féminin. Et là, je me suis dit, attention.
Il y a un vrai problème de perception et de relation avec la réalité. À partir de ce moment-là, il n'a plus jamais touché un écran. Il a 12 ans, il n'a pas de téléphone portable et il s'en porte très bien. Et il n'est pas du tout mis en minorité dans sa classe. Il fait partie des plus populaires de sa classe. Il a plein de copains, etc. Mais il est vraiment important que nous, les parents, et je peux vous dire, c'est pas facile. Quand vous êtes un parent et quand vous dites à vos enfants, non, tu ne vas pas aller vers un écran. Mais ensuite, ça ne veut pas dire une privation. Moi, mes enfants, pardon de parler de moi, mais je parle du sujet que je connais mieux. Mais mes enfants utilisent des lunettes de réalité virtuelle et peuvent aller passer 3 quarts d'heure dans un métaverse parce que ça fait partie du monde qui vient et c'est bien qu'ils le connaissent. Mais en même temps, ils n'ont pas de téléphone portable. Donc c'est pas non aux écrans, non à la technologie. Et la télé ils ont droit à la télé, mais dans des horaires et dans un cadre qui est parfaitement précis. Allez, on se retrouve dans un instant et on continue de débattre sur l'actualité. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Je tenais à vous remercier pour votre émission parce qu'elle permet à des citoyens comme moi de pouvoir s'exprimer et d'avoir des voix un peu dissonantes. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Débat passionnant sur l'éducation, la baisse de niveau, la nécessité que vous évoquiez, Rafik Smati, de préparer nos enfants à ce qui va advenir dans les années à venir, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. Vous vouliez ajouter quelque chose avant qu'on passe à la suite ? Dire que voilà, il faut absolument que l'école redevienne un lieu de transmission des savoirs. Et je trouve que sur ce point-là, Gabriel Attal a l'air de vraiment prendre la mesure de l'état catastrophique dans lequel l'éducation nationale se trouve. Et j'ai quand même bon espoir qu'il arrive peut-être à infléchir cette chute vertigineuse. Je sais pas, c'est un gros boulot. C'est un gros boulot. Mais en tout cas, je trouve que on a l'impression quand même que le logiciel change et c'est plutôt un bon signe. Il en a absolument la volonté. Je pense qu'il y aura des résultats, mais il faut simplement que nous ayons conscience, et c'est mon point, c'est que le déclin cognitif dont on parle, il a lieu en partie à l'école, mais aujourd'hui, il a lieu en grande partie à l'extérieur de l'école. Ce que nous vivons aujourd'hui va bien au-delà de la question de l'éducation nationale, c'est vraiment civilisationnel. Le rapport de nos enfants au numérique, à l'écran, et donc par voie de fait à la lecture, au musée, etc., est en train de changer radicalement, et ça, c'est un vrai motif de préoccupation. Oui. Je vous encourage à aller voir l'exposition Rothko à la Fondation Vuitton à Paris, qui est une exposition absolument magnifique. Vraiment, et jamais plus on ne reverra ces tableaux. Il faut emmener les enfants les voir parce que le beau change la vie. Absolument, et que c'est assez accessible en plus comme type de. Et lisons, partageons des livres, conseillons des livres. Bien sûr, toujours. Voilà, c'est ça. S'approprier le monde, c'est savoir lire. On va évidemment parler donc des tensions. Suite à cette marche de dimanche, mais Jean-Philippe, hier avant-hier plus précisément, c'était le 11 novembre, il y a eu la marche du 12 et vous vouliez faire un coup de cœur. Oui, parce qu'en fait, on est dans une actualité qui est absolument effroyable, qui donne envie d'aller se jeter du haut d'un pont. Prenez sur vos fils Twitter, les 10 premiers trucs qui sortent, il n'y en a pas un qui peut donner espoir sur ce qui se passe demain. Et quand hier, j'ai regardé pour les coups de cœur, coups de gueule, les 3 premiers trucs qui me sont venus, c'était Alors, il y avait les tickets restaurants. Je ne l'ai pas pris, et tant mieux, mais qui n'est pas franchement quelque chose de réjouissant. Il y avait cette histoire d'une commune allemande qui veut débaptiser une crèche Anne-Franck. Enfin, on est dans une folie absolument dingue. Et la troisième chose, ça fait écho à la crise du logement qu'on évoquait, c'est les calendriers des DPE, c'est-à-dire les sorties des passoires énergétiques, qui, comme elle n'est pas financée, va aboutir à une catastrophe sociale en aggravant, pour des raisons vertueuses, mais en aggravant concrètement la crise du logement pour des millions de personnes. Et je me suis dit, on ne peut pas quand même n'être que là-dessus. Et c'est vrai que samedi, c'était les 100 ans du soldat inconnu, de la tombe du soldat inconnu qui a été installée sur l'Arc de Triomphe. C'était les cérémonies du 11 novembre et dans les presque 36 000 communes de France, dans ma commune, à Mennecy, comme dans toutes celles que j'ai visitées. Secteur rural, c'est 4 communes sur la matinée en tour. Eh bien, il y avait des centaines de personnes qui étaient présentes, de tout âge. Alors, des personnes âgées, mais des enfants, des écoles qui étaient là pour chanter la Marseillaise, pour chanter le chant des partisans, pour participer aux cérémonies
cérémonie pour appeler les morts, des citoyens lambda engagés, et d'une certaine manière, dans une espèce de monde où on ne sait plus où on va, où il y a un délitement total de ce qui sont les valeurs du pays, et arriver à avoir des temps comme ça où les gens se retrouvent, et je trouve que c'est quelque chose de digne, c'est quelque chose d'important et qui donne espoir en l'avenir. Et cette marche qui a eu lieu le lendemain, veille du 13 novembre, quand même la commémoration dont on a assez peu parlé, je trouve. Parce que ça a été pris dans cette actualité, mais qui fait partie des pires attentats, des pires atrocités qu'on ait eu à connaître sur notre territoire. Eh bien, ça a été une marche qui s'est faite dans une dignité absolument folle, dingue, par rapport à ce qu'on peut constater aujourd'hui. Ça fait des années, il n'y a plus de manifestations, il y a, au sens utilisation de l'espace public, qui se font sans qu'il y ait de la casse, sans qu'il y ait des injures, sans qu'il y ait des attaques sur des policiers, sans qu'il y ait des choses qui viennent choquer l'opinion. Eh bien, c'était quelque chose de digne. Et entre ces commémorations du 11 novembre, cette marche qui a été digne, ce souvenir du 13 novembre, moi j'ai envie de croire qu'il y a des choses qui permettent d'espérer dans ce pays. Oui, alors ça n'a pas empêché la France insoumise, Paul Vanier, de dire mais il y aura toujours des la cons, marche excusez-moi, a été une marche où des propos racistes ont été tenus, 2 journalistes agressés, un passant tabassé. Vous savez, la France insoumise, c'est une réalité virtuelle. Quand on écoute Monsieur Léaumont ou Madame Obono, on est dans 1984 d'Orwell. N'accordons aucune importance aux choses qui n'ont aucune importance. Bon, elle n'est pas de moi, elle est de Charles de Gaulle. Mais ça s'applique parfaitement à la France insoumise. Oui, mais ça fait une parole qui est écoutée, qui est relayée, qui est entendue par certains. Et c'est pas grave. Vous savez ce qui est grave de la France insoumise? Elle est en train de tuer la gauche aujourd'hui. Moi, je ne suis pas quelqu'un de gauche, mais je crois profondément qu'il y a des valeurs de gauche, qu'on est dans un pays où il y a besoin d'avoir une gauche qui existe, parce que c'est un équilibrage politique, c'est un équilibrage sociétal. Et aujourd'hui, cette espèce de doctrine totalitariste qui est celle de la France insoumise. Enfin, regardez comment ils fonctionnent en interne. Les purges qui sont faites, heureusement. Des purges staliniennes. Mais regardez Madame Garrido ou d'autres. Enfin, on est vraiment sur un parti qui fonctionne de manière totalement totalitaire, et ce parti aujourd'hui est en train de tuer la gauche. Et moi, j'espère que ce qui reste de la gauche en dehors de la France insoumise aura vraiment le courage de couper les ponts. Oui, Jonas, réaction? Non, c'est vrai que ce mouvement du 11 novembre est un mouvement de cohésion. Juste sur la France insoumise, moi je pense pas qu'ils soient si dingues et qu'ils soient machin. Ils font un pari démographique. Ils considèrent que leur pari, c'est d'être au 2e tour. Pour être au 2e tour, ils veulent flatter ce qu'ils pensent être la majorité de ce que pensent nos compatriotes musulmans, et ils font en cela une grave erreur en assignant à résidence religieuse et identitaire des gens qui sont profondément républicains. Et donc c'est en ça que je leur en veux beaucoup. En fait, vous savez, depuis des années, on dit il ne faut surtout pas importer le conflit israélo-palestinien en France. Et en fait, les premiers importateurs, la première boîte d'import-export du conflit israélo-palestinien, c'est LFI, et en ça, c'est gravissime. Oui. On va marquer une pause, 11h26 sur Sud Radio, et on se retrouve dans un instant. On va revenir sur les propos d'Yael Braun-Pivet hier, et puis sur ceux de l'imam de la mosquée de Paris ce matin. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Ça s'est passé sur Sud Radio. Gérald Darmanin, vous regrettez d'avoir dit que Karim Benzema était en lien notoire avec les frères musulmans? Je ne regrette pas de constater qu'il y a malheureusement des influenceurs importants, que je respecte en tant que sportif ou en tant que chanteur, qui malheureusement ne sont pas capables de faire un tweet pour dire qu'un policier... Vous avez dit. Il est en lien notoire avec les frères musulmans. Il y a un système radical qui s'exprime de manière générale parmi les influenceurs. Je pense que c'est naïf de ne pas le voir, et c'est naïf de ne pas le dénoncer. Sud Radio, parlons, êtes-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble avec Jean-Philippe Dugouin-Clément, Rafik Smati, Alexandra Spiner et Jonas Haddad. Alors Jonas, vous vouliez revenir sur cette interview hier de Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, qui a appelé à la marche contre l'antisémitisme, qui était interviewée hier par Sonia Mabrouk. Je vous propose de l'écouter. Sonia Mabrouk lui demandait d'où vient l'antisémitisme. Écoutez sa réponse. Quel est selon vous le carburant principal de cet antisémitisme aujourd'hui? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien parce que pour tout vous dire, moi, depuis que je suis rentrée en politique, je suis frappée. Et je suis victime de l'antisémitisme. Donc on n'a pas attendu une situation internationale qui est ce qu'elle est et qui est une tragédie pour que l'antisémitisme ressurgisse en France. On dit, oui, en ce moment, depuis le 7 octobre, les actes antisémites se sont multipliés. Il n'y en a jamais eu autant.
je crois, plus de 1400 si ma mémoire est bonne, autant qu'en un an. Bien. Mais ça veut dire qu'en un an, il y en avait aussi. Enfin, la réponse est le « je ne sais pas ». Quel est le carburant de l'antisémitisme? Je ne sais pas. C'est ce qui interpelle dans sa réponse, Jonas Haddad. Alors pour moi, le je ne sais pas, c'est le synonyme de pas de vague. Vous savez, on parlait d'éducation nationale tout à l'heure, c'est une façon de ne pas voir la réalité. Et ce qui est grave, c'est que c'est Madame Braun-Pivet elle-même qui a lancé la marche. Mais quel aveu de déni! Vous savez, il y a quelques jours, Monsieur Guiraud, député de la France Insoumise, allait en Tunisie pour flatter les islamistes et il insistait sur le patronyme de Madame Braun-Pivet en disant que c'était elle qui avait lancé la marche. Et elle ne sait pas que les 40 Français, nos compatriotes qui ont été tués en Israël, des Français, ont été tués parce qu'ils étaient juifs, donc elle ne sait pas d'où vient l'antisémitisme. Elle ne sait pas quel antisémitisme a tué les enfants d'Ozar HaTorah, de l'Hypercacher, de Mireille Knoll, de Sarah Halimi, de Ilan Semalam. Elle ne sait pas que tous les juifs sont partis du 93 et que certains songent à quitter la France. Elle ne sait pas que son collègue Darmanin, par exemple, a décidé d'expulser des étrangers pour cause d'antisémitisme. Elle ne sait pas que le leader du Hamas a dit face caméra qu'il veut exterminer les juifs et les chrétiens. Ce dont j'ai l'impression, c'est qu'elle ne se rend pas compte que nous sommes en 2023. Nous ne sommes pas en 1930 avec les ligues fascistes, nous ne sommes pas en 1492 avec l'Inquisition d'Isabelle la catholique. Et donc ceux qui tuent des juifs aujourd'hui, qui sont dans l'antisémitisme le plus virulent, crient Allahu Akbar. Ils ne lisent pas des écrits antisémites de Céline ou de Rebatté. Ils ne sont pas des catholiques traditionnalistes, ils sont des terroristes islamistes et ils ont des complices qu'il faut identifier, ce sont les gauchistes. Si Madame Braun-Pivet ne sait pas ça, c'est l'équivalent pour elle du pas de vague. Et ce qui me fait mal, c'est qu'elle a embarqué derrière elle des dizaines de milliers de personnes dans une marche dont finalement elle ne sait même pas quel est l'objet de la marche. Bah, oui, enfin les gauchistes, ils sont c'est pas seulement les gauchistes qui sont responsables de cet antisémitisme. Non, j'ai pas dit qu'ils étaient responsables, j'ai dit qu'ils en étaient les complices. Vous savez, comme dans un crime, il y a celui qui commet le crime et celui qui en est complice, celui qui lui donne son carburant intellectuel. Et aujourd'hui, cette fusion, cet islamo-gauchisme, si elle ne perçoit pas cela, moi, je pense que là, il y a une parole qui a été extrêmement grave de sa part et que ce soit elle qui ait embarqué le peuple français derrière elle, ça me fait très peur en fait. Vous avez réagi. L'antisémitisme qui tue en France, c'est l'antisémitisme qui vient des islamistes. Voilà. L'antisémitisme qui tue Ilan Halimi, déjà, ce sont les préjugés antisémites. Le juif a de l'argent, les juifs sont solidaires. Alors oui, l'antisémitisme est protéiforme. On a eu le peuple déicide, on a eu Karl Marx, Proudhon. Je parle devant un avocat, le bâtonnier Charpentier, en 1947, qui parlait de ce peuple aux mœurs de bazar. 1947, après, voilà. Mais voilà, aujourd'hui, on a un sujet... avec une frange infime des musulmans de France, c'est ce qu'il faut dire, qui sont profondément antisémites parce que il y a cette assignation à résidence identitaire. Vous êtes juif et donc vous êtes complice du gouvernement israélien. C'est ça la réalité. Je pense que c'est pas lié uniquement au gouvernement israélien. Je pense que, et pour certains qui sont originaires de ces pays-là, ils savent très bien que dans ces pays-là, il n'y a plus de juifs. Et donc ça remonte même avant l'existence d'Israël. Vous avez eu des gens qui ont été expulsés avant même qu'il y ait des conflits qui étaient liés à Israël. Et aujourd'hui, contrairement à ce qu'on dit par rapport à des sujets d'apartheid, vous n'avez plus de juifs en Syrie, vous n'avez plus de juifs en Libye, vous n'avez plus de juifs en Égypte. Donc en fait, avant même le conflit israélo-palestinien, il y a cette doctrine qui existe dans les pays musulmans qui fait que les juifs en sont chassés. Ils sont comme les chrétiens, d'ailleurs, considérés comme des dhimmis. Et il n'y a pas en ça de sujet particulier. Alors, l'antisémitisme aujourd'hui en France, il vient d'où? Il vient majoritairement de l'importation de populations arabo-musulmanes qui, dans une minorité, contiennent des éléments antisémites. Quand vous faites rentrer... Très bien, nous sommes d'accord. Quand vous faites rentrer 200 000 personnes, 200 000 immigrés en France, en général, et qu'à l'intérieur, vous avez des gens qui sont profondément républicains, il n'y a pas de souci. Quand vous faites rentrer 500 000 personnes par an dans un pays, de pays qui viennent notamment, je prends un exemple, les gens qui viennent d'Afghanistan ou qui viennent du Pakistan, qui ont été élevés dans la haine de l'Occident, du chrétien et du juif. Évidemment que l'antisémitisme revient. Vous amenez 500 000 personnes, donc dans les 500 000 personnes, il y a bien des zinzins. Mais pas tous, encore une fois, on ne va pas dire pas tous. Mais quand vous importez, mais Valérie, quand vous importez des peuples
Vous ne pouvez pas assimiler des peuples entiers et leur donner nos valeurs. Lorsque vous importez des individus, oui, c'est possible. Mais enfin, les frères Kouachi, ils étaient français. Oui. L'assassin d'Ilan Halimi était français. Tout à fait. Donc on parle de français. Mais on ça parle. montre... Oui, mais ça montre ce bien ne sont pas ces populations. Non. Ce sont des gens de la 2e, 3e génération. Ça montre bien qu'il y a à l'intérieur d'une vision dévoyée de l'islam cet antisémitisme qui est le point cardinal d'une doctrine. Alors, Rafik Smati, sur ce point. On est sur un sujet qui est essentiel et je vais peut-être froisser mes collègues de plateau. Je comprends. Les mots pesés au millimètre près de la présidente de l'Assemblée nationale. Vous savez, il y a une différence fondamentale entre nous autour de cette table et une présidente de l'Assemblée nationale ou même un président de la République, c'est que eux aujourd'hui sont en responsabilité. Nous sommes en train de commenter une actualité. Alors je ne veux pas dénigrer ce que nous sommes en train de faire, mais il faut avoir conscience de ça. Et ce que Madame Braun-Pivet n'a pas voulu faire, et elle a eu raison de ne pas vouloir le faire, c'est de rentrer dans une pente qui aurait consisté à faire un raccourci qui consiste à dire les musulmans sont des antisémites. Parce que c'est ça aujourd'hui le discours et l'effet mais c'est pervers. Pas du tout ce que nous avons dit. Mais je n'ai pas dit que c'est ce que vous avez dit. Je dis qu'aujourd'hui, nous sommes sur une pente de radicalité où les tensions sont en train de s'exacerber de toutes parts, exacerber de toutes parts. Et donc, chaque mot est important. L'antisémitisme, c'est un poison. Je l'ai écrit d'ailleurs dimanche dernier. Et c'est vrai qu'il y a des musulmans antisémites. C'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a des chrétiens antisémites et il y a des bouddhistes antisémites. Oui, mais alors, ensuite, ce ne sont pas les bouddhistes antisémites qui tuent les juifs aujourd'hui en France. Mais là où je veux rejoindre ce combat avec vous, là où je veux rejoindre ce combat, mais nous partageons, c'est que nous devons être impitoyables avec les antisémites tels qu'ils soient. C'est ça le sujet. Le sujet, c'est soyons impitoyables avec les antisémites. Mais donc il faut les nommer, il faut les désigner. Non mais voilà. Oui, mais nous sommes aujourd'hui sur une poudrière en France. D'accord, mais on ne se bat pas avec un ennemi invisible. Personne d'entre nous n'a intérêt demain à ce que vous ayez des quartiers difficiles qui se réveillent, qu'il y ait des tensions qui soient immaîtrisables. C'est déjà le cas. Ça s'appelle se coucher. Nous avons... Non. Ça s'appelle se coucher, c'est exactement ce qu'a dit Paz. Je vous donne un exemple. Nous sommes aujourd'hui dans une république. Il y a des lois. Il y a des lois qui doivent être appliquées avec rigueur, de manière extrêmement stricte. Il y a des peines exemplaires qui doivent être prononcées. Une république, c'est ça. Une république, c'est pas se réunir autour d'un plateau télé, utiliser des mots, sauter sur notre chaise en disant l'ennemi c'est lui, l'ennemi c'est lui. Non. Dans une république mature, il y a des lois. Si elles ne sont pas suffisantes, il faut les endurcir et ensuite on les fait appliquer. Et s'il faut construire des places de prison pour enfermer des antisémites, on doit le faire. Donc, c'est là où la république ma question elle est extrêmement claire. Puisque notre propos a démarré des propos de Yael Braun-Pivet, vous ne pouvez pas dire avec les prises de position de la présidente de l'Assemblée nationale et l'initiative qui a été la sienne de faire cette marche, vous ne pouvez pas dire qu'elle se couche. C'est profondément de mauvaise foi. Sauf que on prend le cas d'Emmanuel Macron, ce n'est pas lisible. Sa position aujourd'hui, elle n'est pas lisible. Vous voyez dans le Figaro aujourd'hui qu'il y a des ambassadeurs des pays arabes qui disent on est très très mal perçu parce que le soutien à Israël n'a pas été bien pris. Et de l'autre côté, vous avez les Français juifs et même Israël qui ne comprend pas la position du président de la République, qui va donner cette interview à la BBC en disant il faut arrêter de bombarder Gaza, alors que 15 jours avant, il disait le contraire. C'est un sujet français. C'est-à-dire que moi je parle de la France. Et là où je dis que... c'est en même temps, c'est le en même temps qui n'est pas possible dans ce cas-là. Et là où je dis que le gouvernement se couche par rapport aux lois... Attendez, Rafik. Moi je dis que le gouvernement se couche, c'est que à côté de ça, on nous a annoncé depuis des années que, vous avez raison, il y a des règles en République. On allait fermer les mosquées qui étaient les plus radicalisées. Il y en a 100 en France. On en a fermé 2. Pourquoi on ne le fait pas ? Réponse d'Emmanuel Macron à Jordan Bardella à l'occasion des rencontres de Saint-Denis, ça a fuité dans la presse, il l'a dit, parce que si je le fais, il a le même argument que vous, si je le fais, je vais mettre le feu au quartier. Donc il y a des règles, on ne les applique pas. Et deuxième sujet, on devait expulser tous les fichiers S qui étaient étrangers pour des sujets de radicalisation et de volonté de tuer des chrétiens ou des juifs, on expulse à compte-gouttes. Non, mais là où je ne vous rejoins pas, simplement, il y a un point sur lequel je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Jonas. Vous parlez de se coucher. Alors, vous, j'ai beaucoup d'estime pour vous et vous le savez, mais vous faites partie d'un parti politique qui est celui qui a réduit le nombre de flics, qui a diminué le nombre de la justice. Mais quel rapport ? Armer la République, c'est ça. Vous dites ce gouvernement se couche. Mais quel rapport ? Que je sache, on n'avait jamais fait rentrer 500 000 immigrés. Il est celui qui a embauché des flics, il est celui qui a augmenté les budgets de la justice. Si en permanence les gens sont tués, on ne va pas mettre un flic derrière chaque personne. Et ensuite, là où, et ça sera mon dernier mot, là où je ne vous rejoins pas totalement, Valérie, sur le en même temps qui n'est peut-être pas opportun, je crois que, vous savez, moi je suis guidé par cette formule extrêmement puissante de Albert Camus qui est
extrêmement difficile à appliquer dans le quotidien. L'équilibre est un courage et un effort de tous les instants. Et il poursuit en disant la chose suivante, Albert Camus, il dit les nations qui sauront embrasser cet équilibre seront les grandes nations de l'avenir. Et vous savez ce que disait Albert Camus? Il disait aussi mal nommer les choses rajoute au malheur du monde. Alors, Jean-Philippe Dugoin-Clément, votre éclairage. Camus a rarement été autant cité que ces dernières semaines. Absolument, mais on le retrouve partout et utilisé par toutes et tous. Non, je crois qu'il y a deux choses. La première, il y a eu un glissement de l'antisémitisme, c'est-à-dire une forme de la haine de l'autre en fonction de sa religion, qui d'ailleurs est assimilée à une race pour des antisémites. Totalement différent. Religion et la race, qui historiquement en Europe était un antisémitisme d'histoire catholique, chrétienne, avec tout ce qui a pu en découler, des pogroms, l'extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale par les nazis. Et puis, mais c'était cette origine religieuse chrétienne. Et c'est vrai qu'on observe depuis maintenant quelques décennies un antisémitisme, je mets de côté le phénomène religieux, qui se nourrit du conflit entre Israéliens et Palestiniens. Je mets de côté la question religieuse qui tue, mais sur le ressenti d'une partie de la population. Je ne pense pas que M. Mélenchon ou un certain nombre de personnes qui écoutent M. Mélenchon et qui sont sur des positions qui peuvent être aujourd'hui taxées d'antisémites soient des religieux. Mais on est sur un antisémitisme qui trouve ses racines dans le conflit au Proche-Orient. C'est une transposition. Non mais attendez, j'aimerais finir s'il vous plaît. La première chose, c'est une transposition de ce conflit dans notre pays où on importe ce conflit qui n'a rien à y faire. Et puis la deuxième chose à laquelle on est confronté aujourd'hui, c'est une montée d'un phénomène religieux intégriste dans ce pays qui s'empare de cette situation et qui lui tue. Et on a eu l'extrême faiblesse depuis des années dans ce pays d'accepter des atteintes à la laïcité, d'accepter des reculs à la laïcité. On le voit dans le sport, on le voit dans la culture, on le voit dans les services publics, on le voit à l'école, on le voit dans l'enseignement. Et le problème, c'est que d'une part, on a une partie de la population qui va nourrir un antisémitisme du fait de ce conflit. Et parallèlement, en plus de ça, on a une montée d'un radicalisme religieux. Et ce fait religieux, parce que c'est un fait religieux qui n'est pas d'histoire chrétienne, on n'a pas osé le traiter. On n'a pas osé dire on met des barrières. On arrête. Et je pense que fondamentalement, on doit remettre en avant la laïcité. Si on ne fait pas ça, on s'en sortira pas. Moi, je partage évidemment, puisque tous ces petits renoncements que Jonas appelle la République qui se couche. Par exemple, accepter que des jeunes filles puissent porter le hijab dans des compétitions sportives. C'est inacceptable. Nous avons la chance, avec Valérie Pécresse et Patrick Caram, les créneaux différenciés dans les piscines, nous nous sommes emparés de ce problème et nous luttons contre cela. C'est ça la République qui se couche. Oui, mais est-ce qu'il y a un lien avec l'antisémitisme pour le coup? C'est-à-dire on peut comprendre ou pas. Non, mais on parlait de la République qui se couche. Moi, j'aimerais juste dire deux choses. J'ai aimé cette marche. C'était un moment d'entente où on a fait France, on a fait nation. Et ça, c'était un beau moment. Néanmoins, voilà, le soir, on a pu regretter l'absence des autorités religieuses musulmanes, les déclarations de l'imam de la Grande Mosquée ce matin, qui nie les actes antisémites en France, nous confortent dans l'idée que leur position n'est pas la bonne et que c'est de ce côté-là qu'il faut regarder, malheureusement. On va marquer une pause et on va revenir sur ces propos de l'imam de la Grande Mosquée de Paris. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble jusqu'à midi. Alors je voulais vous faire écouter l'imam de la mosquée de Paris, donc principal imam de cette mosquée qui ce matin était chez nos confrères d'RMC. Écoutez. Il y a 1240 actes qui ont été dénombrés par le ministère de l'Intérieur. Parlons-en de ces actes antisémites. Pourquoi on n'en parle pas à la télé? Où sont ces 1200 et quelques actes antisémites qu'il y a en France? Pourquoi moi, j'aimerais bien qu'on les dévoile.
pour que nous puissions être véritablement solidaires et sensibles à cette question. Vous laissez entendre que les chiffres, les chiffres sont gonflés ou sont faux, mais elles sont pas dévoilées, ils sont pas apparents. Moi, j'aurais voulu qu'on dise voilà, telle synagogue a été profanée, tel cimetière a été profané, tel individu de confession juive a été agressé, pour que les musulmans de France soient sensibles à cette question. Nous ne nous contentons pas de chiffres qui sont alors ne diffusés. Nous comptons pas de. Voilà, nous aimerions avoir des éléments concrets. Voilà, donc sous-entend que ces 1000 et quelques plaintes, agressions ne sont pas réelles. Donc Apolline de Malherbe lui rappelle après cette femme qui a été condamnée à 5 mois de prison pour avoir craché sur une kippa, c'est la plainte de 2 rabbins. Enfin, on peut faire la liste qui est assez longue, et elle lui parle de ces jeunes dans le métro. Et il dit oui, mais enfin, ce sont des enfants, ils doivent être appelés à l'ordre, ils sont puérils, enfin, il minimise tout, et là, il est dans le déni, je pense qu'il est dans le déni de ses actes, en disant, mais, enfin, une sorte de compétition, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas reconnaître qu'il y a une montée de l'antisémitisme et de ses actes? Mais parce qu'on est dans la concurrence victimaire, d'abord, je crois, et puis surtout, je crois que c'est la suite logique de leur absence à cette grande marche contre l'antisémitisme. Oui, vraiment. Le recteur de la mosquée, d'ailleurs, est visiblement parti assez en colère. Il n'y a pas eu de photos sur le perron hier, suite à la réunion à l'Élysée. Il est parti. Mais c'est très décevant, de même que l'absence du président de la République à la Grande Marche était une grande déception pour moi. De même que le silence de la présidente de l'Assemblée nationale, qui était à l'origine avec le président Gérard Larcher, était à l'origine de cette grande marche qui a marqué un moment de concorde et d'union nationale. Je ne comprends pas. Moi, je pense que quand on nie le problème, on fait partie du problème. C'est tout. Oui. Il n'y a pas d'autre explication. Jonas, Haddad. Moi, je pense que les responsables aujourd'hui des organisations musulmanes, structurellement, ont affaire à des fidèles. Et leurs fidèles aussi peuvent sentir que finalement il y a une forme de concurrence victimaire, comme le disait Alexandra à l'instant, et que deuxièmement, en fait, ils sont aujourd'hui traversés par des courants qui sont à la fois des courants religieux différents, avec l'impact très fort des frères musulmans dans ces structures-là, on le sait, c'est documenté, et à côté de ça, avec l'impact également de puissances étrangères qui leur expliquent que dans l'intérêt des puissances étrangères qu'ils sont censés représenter, on sait très bien qu'il y a des mosquées qui sont contrôlées par le Maroc, d'autres par l'Algérie, d'autres par l'Arabie Saoudite, voilà ce qu'ils doivent dire. Et donc en fait, lorsqu'une personne parle, comme disaient les marxistes, d'où parles-tu, camarade, en fait, les représentants aujourd'hui des organisations musulmanes doivent faire une forme de synthèse de toutes ces influences-là, qui soient des influences religieuses ou des influences étrangères. Résultat des courses, ça donne des propos qui ne sont pas d'une clarté importante, et puis surtout qui en fait viennent dans une forme de déni, considérer que l'antisémitisme ne vient pas de cette racine-là. Or, en fait, en ne le faisant pas, malheureusement, je pense qu'ils ne rendent pas un service à leurs compatriotes musulmans qui sont profondément républicains, qui disent « mais pourquoi tu ne dis pas que c'est pas nous ?» lorsqu'on est interrogé. Oui. Et ce serait tellement plus simple, ce serait tellement plus facile, mais ils sont eux-mêmes... Vous savez, le pire, c'est quand la religion est l'otage de la politique, et là j'ai l'impression que c'est souvent le cas, mais comme c'est souvent le cas pour d'autres religions. C'est si vrai d'ailleurs que l'imam Chalgouni n'a pas pu participer à la marche parce qu'il était menacé pour ses positions contre l'antisémitisme. Jean-Philippe Dugoin-Clément. Ça a un peu un côté je suis leur chef donc je les suis, et où d'une certaine manière on a l'impression d'avoir un certain nombre de responsables religieux qui essayent de gérer avec une partie de leurs fidèles qui peuvent être sur des lignes un peu différentes et qui sont dans un jeu d'équilibrisme. Je pense qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui le courage en politique, et quand on est en situation de responsabilité, y compris religieuse, c'est d'une certaine manière faire de la politique, c'est gérer des gens, c'est gérer des autres, c'est se tourner vers l'autre. C'est aussi d'accepter de dire les choses, c'est accepter de dire qu'il y a un problème, qu'il y a une difficulté, c'est pas de mettre la poussière sous le tapis, c'est aussi d'en parler. Et j'ai trouvé la manière de répondre très ambiguë. Plus qu'ambiguë, c'est-à-dire que c'était sous-entendu. Montrez-nous, c'est un complot en quelque sorte. Peut-être Rafik, vous avez entendu ce propos. Oui, je trouve que c'est en réalité très grave parce que cet homme ne rend pas service aux musulmans de France. Non. Et il les met dans une situation précisément que certains autour du plateau pouvaient laisser sous-entendre tout à l'heure. Et c'est là où potentiellement je lui en veux. Vous savez, moi je pense que quand on est un homme de paix,
ce qui est supposé être le cas d'un leader religieux. La grandeur, c'est de faire un pas vers l'autre. Et ne pas reconnaître ce que subissent ou ont subi nos compatriotes juifs et être dans ce déni, pour moi, c'est l'inverse de l'idée que je me fais de la paix et de la concorde. Donc je suis assez choqué. Ouais. Vous imaginez la parole forte que ce serait le recteur de la grande mosquée expliquant qu'il faut combattre l'antisémitisme en France? Vous imaginez l'écho que ça aurait? Surtout ce que je comprends pas. Non, mais surtout ce que je comprends pas, c'est qu'en fait, vous avez eu d'autres religions qui ont été frappées de plein fouet par ces actes-là. Je vous prends l'exemple de l'Église catholique, lorsque notamment il y a eu le père Hamel qui a été assassiné à Saint-Étienne-du-Rouvray. Il y a des efforts qui ont été faits très important de la part de l'Église catholique pour expliquer aux fidèles qu'il ne devait pas y avoir de vengeance, que tout s'est passé dans un climat d'apaisement et qu'on devait combattre ensemble ce qui est ce mal absolu qui est le terrorisme islamiste. Ne pas être en capacité de dire que les gens qui commettent ces actes antisémites suivent une version, une vision dévoyée de l'islam, c'est laisser la porte ouverte à des gens qui peuvent considérer qu'il faut avoir une version qui est radicale du Coran, et c'est leur rôle. Ce sont des exégètes et des leaders religieux, c'est à eux d'appeler au calme. On a bien précisé, un auditeur me dit, on a bien précisé que c'était l'imam de la mosquée qui avait parlé et pas le recteur. Vous avez évoqué le recteur dans une autre séquence, mais ce matin... C'est une autre séquence. Moi, je parlais de l'imam de... Oui, on parlait de l'imam, mais vous avez dit, vous avez évoqué le recteur, effectivement. Oui, parce que j'ai connu le recteur mieux inspiré. Voilà. Non, là, mais ce matin, c'était l'imam de la grande mosquée de Paris. Absolument. Bon, écoutez, on va conclure ici cette émission. Dans un instant, c'est André Berkoff qui sera avec vous. Très bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.